BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler d'ETI, c'est la journée spéciale ETI sur le BFM Business, vous le savez, avec Philippe Dornano. Il est le président de Sisley, l'une des plus belles ETI françaises dans le luxe. Il est aussi coprésident du METI, l'équivalent du MEDEF pour les ETI. Bonsoir Philippe Dornano. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets évidemment. Donc les ETI, comment elles se portent? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? On sait qu'il y a eu un grand plan ETI du gouvernement. Est-ce qu'il a servi à quelque chose? On parlera d'énergie. On sait que les ETI sont très impactés par l'énergie. On parlera de la Chine avec le luxe, on l'a vu tout à l'heure, qui a perdu de 3% et pour cause le ralentissement. La Chine, vous me direz si vous êtes impacté. Et on va quand même parler de comment réarmer la France. J'imagine que vous étiez derrière votre téléviseur hier pour écouter le président Macron. Peut-être vous avez écouté aussi un petit bout de son intervention devant le forum de Davos. Comment réarmer la France? Vous avez été convaincu? Écoutez, d'abord, il a annoncé qu'il voulait poursuivre les réformes économiques. Oui. Et ça, c'est important. C'est pas surprenant, mais c'est important de l'entendre. Et ensuite, il a été, je crois, assez complet, assez détaillé, justement. Or, on sait qu'il faut c'est une action pour poursuivre le redressement d'un plus grand nombre de TI. Ça joue sur de nombreux facteurs et donc c'est important de les prendre tous en compte. Il a parlé de relance de son quinquennat, mais on a aussi compris relance peut-être des réformes. L'acte 2 de la réforme sur la croissance, le pacte de croissance, est-ce que pour vous c'est suffisant ou pas? Je pense que d'abord... Là, on a un beau décor. Hein. Il est encore en train de nous vendre, si je veux dire, de vendre la France devant les investisseurs à Davos. Je pense qu'on est d'abord, toujours nous, Français, assez critiques, et parfois chefs d'entreprise assez critiques, mais il faut reconnaître que le travail qui a été fait en matière économique ces dernières années, qui consiste, à mon sens, à réaligner compétitivement le pays sur l'environnement européen, porte des fruits et donne des résultats. Et c'est quelque chose de nouveau et ça a permis de développer un plus grand nombre d'ETI. En 2008, il y avait 4600 ETI, aujourd'hui il y en a 6200. Alors on est encore très loin de l'Allemagne, qui entre-temps a elle aussi beaucoup progressé en nombre d'ETI, mais on voit qu'il y a une tendance qui est positive. Le deuxième point, c'est que pour la première fois en quasiment 40 ans, on a commencé à diminuer l'écart fiscal entre la France et son environnement européen. Et on en a des résultats, puisqu'on a vu le chômage baisser, on a vu les recettes fiscales rester stables, voire même augmenter, puisque l'impôt sur la société a même doublé. On voit donc que c'est une politique qui porte ses fruits. Ce que nous attendons, ce que nous espérons, et ce que nous comprenons du discours du président de la République, c'est qu'il faut poursuivre ce réalignement qui nous permettrait qui nous permettrait d'être concurrentiel et même sans doute même plus performant que la plupart de nos voisins européens. En même temps, la dernière fois vous étiez là, Philippe Dornano, vous étiez venu piquer un peu un coup de gueule justement sur les impôts de production parce que donc finalement ça sera étalé. On voit quand même que les impôts de production, ils ont rapporté plus, même si on en a déjà supprimé 1,5. Alors, ils ont rapporté, pour être précis, exactement la même chose. Ils étaient à 80 milliards en 2020. C'est 80 milliards aujourd'hui, d'après l'indicateur de taxe de production qui maintenant est publié, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, chaque année par l'État. On a vu par contre que l'impôt sur les bénéfices, lui, a quasiment doublé entre 2017 et 2023. Et donc, on voit que les entreprises continuent de contribuer à la collectivité et que cette intuition qui consiste à dire on va sortir de ces problèmes de dépenses publiques et de dettes par le haut, c'est-à-dire par l'activité, eh bien, les premières réformes des pouvoirs publics montrent qu'effectivement, ça donne des résultats. Mais est-ce que vous avez été, je sais pas, vous avez des informations, vous avez été consulté, on sait que Bercy a lancé une grande consultation auprès des chefs d'entreprise, je ne sais pas si vous avez été contacté, j'imagine que oui quand même, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment lancer cet acte 2 des réformes. Sur les impôts de production, est-ce qu'ils vous ont fait des promesses? Est-ce qu'effectivement, c'est bien un étalement et non pas un postpone, un stop? En réalité, pour d'abord poser la situation, aujourd'hui on a encore à peu près 80 milliards de surfiscalité par rapport à l'environnement européen. Ça a baissé, mais c'est toujours 80 milliards d'écart. Il y a donc un chemin qui a été fait, il a donné des résultats, il faut à notre sens le poursuivre. Cet écart, il est principalement dans deux domaines. Les impôts de production, qui sont à peu près de 35 milliards plus élevés que la moyenne européenne, et le coût du travail qualifié. Le coût du travail qualifié, c'est l'économie des bons salaires. C'est le développement de bons salaires, c'est aussi la montée de gamme d'une économie. Et donc il est absolument essentiel que sur ces deux postes où nous avons
une fiscalité qui est plus élevée que l'Europe, on poursuive, parce qu'on a déjà commencé, on poursuive ce réalignement. Nous pensons que ce réalignement, on peut le faire sans que ça coûte à l'État, voire même en rapportant à l'État. Et c'est ce que la première phase de ce réalignement a démontré. D'accord. Alors maintenant, cet acte 2 de la réforme, cette loi Pacte 2 que devrait initier Bruno Le Maire, vous, concrètement, on va essayer d'être concret, qu'est-ce que vous voudriez? Parce que maintenant, c'est bien d'avoir une belle Ferrari, une Maserati, de la vendre, mais maintenant, il faut quand même regarder ce qu'il y a sous le capot. Vous, concrètement, ça serait quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est la poursuite du réalignement compétitif. C'est d'ailleurs prévu. Simplement, il nous semble que quand ça marche, il faut accélérer. Et c'est ce que dit le président de la République. Il dit, je ne veux pas ralentir, je veux accélérer. Enfin, sans le faire parler. Je pense que c'est un message, en tout cas, qui nous passe et qui me paraît intéressant. Donc, le coût la du traduction, travail, pour un chef d'entreprise, donc les taxes de production, il faut continuer à les baisser. Les baisser peut-être même plus vite. Non pas pour les baisser, non pas pour payer moins d'impôts, mais pour les réaligner sur l'environnement européen, ce qui va permettre de créer plus d'activités. Le deuxième point, et il a aussi abordé, le coût du travail qualifié est clé. Cette économie des bons salaires, si j'engage pour développer mon entreprise des cadres à l'export, des ingénieurs, des chercheurs, il faut que je puisse le faire, il faut que je puisse les former, certes, il y a aussi ce sujet-là, mais il faut que je puisse le faire et que ça ne me coûte pas beaucoup plus cher que ce que ça peut me coûter dans un autre pays européen, parce que sinon je pars avec un désavantage. Un troisième point qui est important, mais on en reparlera peut-être, c'est de régler le problème de l'énergie, parce qu'aujourd'hui il impacte terriblement les entreprises. Quatrième point, c'est la simplification, là aussi le président en a parlé. Et le cinquième point, parce qu'il est clé pour les ETI, c'est la transmission d'entreprise. C'est-à-dire... Avec le fameux pacte du trail, le maintien du pacte du trail. Vous allez comprendre en un mot, on va avoir une ETI sur 2 qui va se transmettre dans les 7 prochaines années. De notre capacité à ce qu'elle se transmette dans des bonnes conditions ou pas, se jouera le Mittelstand, enfin le tissu industriel, le tissu économique des ETI de demain. D'accord. Sur la question des normes, l'enfer des normes, pour vous, c'est un véritable enfer en tant que chef d'entreprise? Par exemple, vous êtes en train de construire une nouvelle usine, on sait, près de Blois, dans votre pays, Philippe Dornano. Vous y arrivez quand même? On y arrive, c'est plus lent. C'est beaucoup plus lent que dans l'environnement hors européen. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a une double couche de complexité, l'une qui nous vient de l'Europe et une deuxième qui nous vient de la France. On a et pour l'illustrer d'un exemple, la prochaine grande norme qui va être extrêmement coûteuse pour les entreprises, c'est CSRD, et on le voit arriver déjà avec crainte. On parle de plusieurs milliards de coûts pour les entreprises européennes. Qui a un impact de coût, de mettre en place ces normes et en face de ça. C'est des normes sur quoi? Pardon, j'ai un oubli, pardon. CSRD, c'est toutes les normes écologiques, c'est toutes les normes écologiques européennes. Et enfin, c'est plus exactement tout le reporting que va devoir faire les entreprises. Voilà, c'est plus ça, c'est plus sur le reporting. Vous avez eu, par exemple, Sapin 2 sur l'anticorruption. Vous avez des normes écologiques multiples. Certaines sont françaises, d'autres européennes. La question n'est pas de ne pas avoir de normes. La question est d'avoir des normes qui soient mesurées, dimensionnées, dont on mesure le coût. Et il nous semble qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le coût de ces normes, pour les ETI, il a été chiffré à 26 milliards d'euros. Donc on voit que sans toucher à la... Pour les ETI seulement? Seulement pour les ETI. Donc on voit que cet enjeu, qu'a adressé d'ailleurs très directement le président de la République, le sujet des seuils, etc., est un enjeu majeur, est un enjeu aussi qui ne coûte pas, puisque c'est simplement de repenser la manière dont on s'organise. C'est un sujet qui effectivement est important. Oui. Sur la question de l'énergie maintenant, parce qu'en plus l'électricité devrait augmenter au 1er février de 10%. Et vous me disiez, là, pendant qu'on préparait cette interview, en disant, mais l'énergie, c'est monstrueux, l'impact que ça a sur les ETI. Pourquoi? Parce que vous avez signé des contrats au plus haut? Alors, les ETI qui arrivaient en fin de contrat dans la période... De la crise ukrainienne, elles ont été obligées on ne savait pas de quoi l'avenir était fait, on ne savait pas si l'énergie allait encore monter, et donc beaucoup d'ETI qui ont des prix et qui doivent donc avoir une sécurité sur leur approvisionnement énergétique ont signé des contrats. En moyenne, d'après les enquêtes que nous faisons, ils payent l'électricité 200 € le mégawattheure.
200 € le mégawattheure. Mais normalement, il y a des clauses de renégociation. EDF aujourd'hui le produit à 70. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont pris dans ces contrats, ils ne peuvent pas les renégocier. Pourquoi encore pour une période de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des il y avait des clauses de renégociation et surtout que le gouvernement, ils avaient alerté. Quand vous signez un contrat de 2 ans pour une ETI, vous signez un contrat de 2 ans. Vous ne pouvez pas ressortir, sauf si le gouvernement dit on autorise la renégociation. Et aujourd'hui, vous avez en 2024, parlant de 2024, un impact. Il y a certaines ETI payent plus de 350 € le mégawattheure leur électricité. Et les remontées que nous avons de toutes ces ETI industrielles dans les territoires, c'est que c'est un impact considérable pour eux. Moi, je l'expérimente dans ma propre entreprise, et ça a un impact considérable sur la réindustrialisation, parce que alors même qu'on dit on veut réindustrialiser, qu'on a des plans, qu'on donne des subventions, on se retrouve avec un mur de coûts énergétiques qui va encore durer jusqu'à 2024. La rediscussion après sur le post-ARENH, etc., c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il y a urgence pour qu'en 2024, le sujet du coût de l'énergie pour les entreprises de taille intermédiaire soit adressé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Enfin, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui est possible ? C'est simple. Quand l'électricité coûte 70 € à produire... Ah oui. Mais il ne fallait pas signer ce contrat dans ces conditions. Oui, mais vous êtes... Enfin, je me fais l'avocat du diable. Vous êtes dans une situation où vous avez un quasi-monopole de la production d'électricité et où, quand vous êtes un entrepreneur français produisant en France, vous n'avez pas tellement d'autres choix que de signer un contrat, ou alors vous n'avez plus d'électricité. Et donc, vous auriez pu signer des contrats plus courts. C'est ce que vous avez fait, Philippe Dornano, chez Sisley ? Oui, on a signé, nous, des contrats pour 2 ans. Certains ont signé des contrats plus courts, d'autres des contrats plus longs. Ça dépend de votre dépendance aussi à l'électricité et votre besoin de sécuriser votre processus de production. Ouais. Et donc là, vous attendez quelque chose du gouvernement précisément sur cette question ? Je pense qu'il n'est pas raisonnable de laisser des entreprises du territoire français payer l'électricité à 200, 250, 300 € quand elle est produite à 70. Ouais. Je voudrais quand même, c'est tout de même une ETI, Sisley, l'entreprise que vous dirigez, c'est la pépite du luxe que tout le monde cherche à vous acheter. Philippe Dornano, on a vu la Chine, là, les chiffres sont tombés, le Premier ministre Li Qiang était à Davos, 5,5% de croissance pour la Chine, donc c'est une croissance que nous on aimerait bien avoir, mais c'est évidemment une croissance très largement inférieure à d'habitude. L'impact sur le luxe est évident, on l'a vu encore tout à l'heure avec Étienne Braque, dans le luxe, moins 2, moins 3%, ça pèse sur vos performances? Alors ça pèse effectivement sur les performances. La Chine et puis aussi tout le travel retail, parce que les Chinois voyagent moins. Ça pèse sur les performances dans l'année 2023. Le luxe reste un secteur qui est résilient. C'est un secteur où, dans une grande partie des zones du monde, les entreprises se développent. Je suis plutôt dans la cosmétique que strictement dans le luxe, mais on voit qu'il y a la cosmétique de luxe. Ouais, mais on voit qu'il y a un champ de développement dans la plupart des zones du monde qui est encore important. On est par contre impacté, nous en tout cas cosmétique française, par tout l'environnement que je décris. On est impacté par la géopolitique, parce que effectivement, ce sont des sociétés très exportatrices, des événements géopolitiques ont un impact sur nous. Oui. Et donc effectivement, vous le dites, la Chine, Dubaï, dans le pays du Golfe, voilà, les pays du Golfe, la guerre Ukraine-Russie, etc., ou ou des positions économiques plus dures de certaines zones du monde. Ça peut nous impacter. Comme nous produisons beaucoup en France, nous sommes aussi impactés par le sujet de la production en France. Ça, c'est un grand combat du métier de défendre le fait de pouvoir de manière compétitive produire plus en France parce qu'on pense que c'est l'intérêt général de notre pays. Donc ça nous impacte aussi. Mais le luxe, et nous sommes impactés par la concurrence, car nous sommes une industrie par contre où nous avons des grands concurrents mondiaux et donc c'est un combat permanent. S'il fallait en résumer, si demain ou en sortant d'ici, vous allez voir, elle n'est pas encore nommée, ou renommée, si c'est toujours Olivia Grégoire, la ministre des PME, voilà, la feuille de route que vous demandez ou que vous allez envoyer au président, encore une fois, ça serait quoi ? Enfin, d'abord, c'est lui qui a donné une feuille de route, puisqu'il est venu lancer le programme Étincelle, et il a annoncé, même ce qui était plus élevé que les objectifs de la ministre, 1000 ETI de plus à créer. Okay. Et c'est une bonne démarche, ça a été parfois un peu moqué ou critiqué, mais je pense que se fixer même des objectifs quantitatifs et se dire, nous allons créer un environnement collectivement... en septembre. Oui, absolument. Donc là, si on fait un premier bilan, est-ce que vous êtes au moins à mi-course? Est-ce qu'il y en a eu 500 depuis septembre? 3 mois, mais septembre, octobre, novembre, décembre.
Quasiment janvier. Mais on n'a pas des chiffres sur 4 mois et on sait qu'en ce moment, il y a un certain ralentissement effectivement de l'environnement économique. Donc on n'y est pas, quoi, pour l'instant. Mais en tout cas, on peut collectivement s'organiser. Et ça, c'est une conviction profonde. Elle a conditionné l'engagement de tous les chefs d'entreprise qui sont au métier. Nous pensons que dans l'environnement, si l'environnement français est ajusté, nous sommes capables d'avoir le même Mittelstand que les Allemands. Et si nous avons le même Mittelstand que les Allemands, la baisse du chômage, l'augmentation de l'activité, c'est une transformation profonde pour notre économie. Et quand j'écoute le président de la République, c'est ce que j'entends également. Et c'est ce que je comprends quand il dit qu'il faut accélérer. L'objectif du plein emploi, il est atteignable à vos yeux? Il est atteignable, mais il demandera aussi d'autres efforts, et notamment des efforts de formation, d'éducation, qui sont des efforts nécessaires, qui ont d'ailleurs été abordés par le président de la République aussi pendant la conférence de presse, et dans lequel les chefs d'entreprise ont aussi leur rôle à jouer, leur part à jouer. Nous devons nous aussi investir, former. On voit qu'une des grandes réussites du quinquennat, c'est l'apprentissage. Et il faut poursuivre cet effort parce qu'on voit qu'il permet d'intégrer un nombre important de jeunes dans la vie active et aussi, de nouveau, d'avoir cette ambition d'une économie des bons salaires qui, je pense, est une belle ambition pour notre pays. Une crainte? C'est qu'on en reste dans les slogans? Non, oui, c'est ça, exactement. Notre crainte, c'est que cette transformation profonde de la politique économique de la France ces 7 dernières années, ce passage d'un cercle qui était un cercle de destruction, on avait tout essayé avec le chômage, à une nouvelle politique qui permet une amélioration et une croissance de l'emploi, eh bien, on ne le poursuive pas. Voilà notre crainte. Oui, que ce vieux monde est en train de passer, en tous les cas, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Merci, Philippe Dornano, d'être venu ici, président du Sisley et coprésident du Métis.